Bonjour les enfants, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur un événement extraordinaire qui a eu lieu il y a quelques jours quand le président de la République française, Emmanuel Macron, est venu en visite au Bangladesh. Et peut-être que vous allez me poser la question, mais je vous donne déjà la réponse. C'était la première fois depuis 33 ans qu'un président français venait au Bangladesh. Donc c'était vraiment une visite historique. Bonjour Madame l'ambassadrice, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Pourquoi est-ce que c'est la première ministre Sheikh Hasina qui a reçu le président français Emmanuel Macron et pas le président bangladais Mohammad Shahabuddin? C'est une excellente question. Je vois que vous avez eu la présence d'esprit et la curiosité de penser à cet aspect-là. Effectivement, normalement, c'est le président du Bangladesh qui aurait dû recevoir le président de la France. Mais le président du Bangladesh n'était pas au Bangladesh au moment où le président français est venu en visite. Il avait des obligations à l'étranger et c'est donc la première ministre qui a reçu le président français. Où êtes-vous allé avec Emmanuel Macron? Alors, nous sommes allés dans 5 ou 6 endroits différents. Tout d'abord, il est arrivé à l'aéroport, donc nous étions à l'aéroport. Ensuite, la première ministre l'a invité à dîner à l'hôtel Intercontinental, qui est un lieu historique pour le Bangladesh, parce que la résistance en 1971, pendant la guerre de libération du Bangladesh, s'était retranchée à la fin dans l'hôtel Intercontinental. Donc c'est un lieu chargé d'histoire pour les Bangladais. Ensuite, il est allé visiter la maison d'un artiste qui est très connu, qui fabrique lui-même ses instruments de musique, qui a des collections de vieux instruments de musique traditionnels. Et il a rencontré chez lui d'autres artistes et ils ont parlé d'art, de culture, d'histoire, de changement climatique et de plein de choses. Et le lendemain, il a visité le mémorial du Père de la Nation à Dhanmondi. Ensuite, il est allé rencontrer la première ministre à son bureau et ils ont eu une longue discussion. Et ensuite, il est allé sur un bateau. Et ce bateau, c'est un bateau traditionnel bangladais qui s'appelle un panchi. Et on a passé un très bon moment en bateau sur la rivière Turag pour parler des problèmes liés au changement climatique. Et après, il est reparti. Pourquoi M. Macron est allé au mémorial de Sheikh Mujibur Rahman? Eh bien, il est allé au mémorial de Sheikh Mujibur Rahman, le père de la nation, qui a dirigé le combat pour l'indépendance et la libération du pays en 1971 et qui est le père de la première ministre actuelle, Sheikh Hasina. Et ce mémorial se situe, en fait, c'est la maison de la famille de la première ministre et de tous ses proches, où un événement tragique a eu lieu en 1975. Donc le père de la première ministre et 14 autres personnes de la famille ont été sauvagement assassinés à cet endroit-là. Et donc le président français a voulu rendre hommage au père de la nation en visitant ce qui est maintenant devenu un musée mémorial. Que sont les relations bilatérales? Très, très bonne question. L'adjectif bilatéral s'oppose à multilatéral. Et latéral, ça veut dire un côté. Donc bilatéral, ça veut dire deux côtés. Tu vois, toi et moi, là, en ce moment, pendant qu'on parle, on a une relation bilatérale. Quand je parle à tout le monde et qu'ils me répondent, c'est une relation multilatérale. Donc les relations bilatérales, c'est les relations entre deux pays. Donc là, on parle des relations entre la France et le Bangladesh.
Pourquoi la France a-t-elle besoin du Bangladesh comme partenaire commercial et stratégique? Très bonne question, merci. En fait, on a besoin l'un de l'autre parce que la France, au Bangladesh, défend ses intérêts commerciaux et stratégiques et le Bangladesh a besoin de la France, par exemple, pour ses exportations, pour des formations dans différents domaines. Donc chacun, on a quelque chose à apporter à l'autre pays et nos intérêts coïncident dans beaucoup de domaines. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin l'un de l'autre. Pourquoi le président de la République n'est pas venu à l'école française internationale de Dakar? Ça, c'est une question qui est à la fois difficile et facile. Elle est facile parce que l'explication, elle est très simple. Le président de la République est resté en tout sur le sol du Bangladesh pendant 18 heures, dont quelques heures de sommeil la nuit. Et donc c'est une visite qui était très courte et très dense. Et on aurait voulu, bien évidemment, l'amener pour rencontrer d'autres lieux, d'autres gens, d'autres personnes. Et on aurait bien voulu qu'il vienne à l'école française et dans certains endroits où il y a un intérêt très fort pour la France. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que c'était trop court. Qu'est-ce que c'est l'Agence française de développement qui a donné 200 millions de dollars au Bangladesh? Alors, c'est une très bonne question. L'Agence française de développement, c'est notre institution, c'est une agence d'État française qui soutient des projets de développement dans de très nombreux pays dans le monde. Ce sont des projets qui sont dans des domaines très variés, par exemple le traitement de l'eau pour rendre l'eau potable, des projets de développement des énergies renouvelables, dans beaucoup de domaines. Et au Bangladesh, l'Agence française de développement est active depuis maintenant 10 ans et elle est de plus en plus active et la mise en œuvre de ces projets se passe de mieux en mieux et ils sont de plus en plus importants. Et donc elle joue un rôle très important dans notre relation bilatérale. Pouvez-vous nous en dire plus sur les avions Airbus A350 et le satellite Bangladesh? Volontiers, les avions d'Airbus. En fait, la compagnie aérienne bangladaise nationale, qui s'appelle Biman, a aujourd'hui une flotte d'avions qui n'est composée que d'avions de la société américaine Boeing. Et donc, la compagnie nationale veut ouvrir sa flotte à l'autre avionneur mondial qui est Airbus, qui est une société européenne, française, anglaise, espagnole et allemande. Et donc il y a très peu de pays dans le monde qui, dans leur flotte aérienne, n'ont que des avions de Boeing ou que des avions de Airbus. Toutes les compagnies aériennes ont toujours à peu près moitié-moitié des avions Boeing et des avions Airbus, parce qu'ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Et donc maintenant, le Bangladesh va acheter des avions à la société Airbus pour avoir le choix entre les deux sociétés. Pour le satellite, le Bangladesh a déjà un satellite depuis quelques années qui a été également fourni par la France, par la société Thales, et qui a permis de mettre en orbite toutes les chaînes de télé qu'on peut capter au Bangladesh. Et donc ça donne beaucoup de possibilités. C'est un satellite de télécommunication. Le nouveau satellite que le Bangladesh veut acheter à la France, et cette fois ce sera Airbus, c'est un satellite qui va permettre d'observer la Terre, ce qui est très important pour anticiper tous les événements météorologiques catastrophiques, anticiper les effets du changement climatique, pour voir comment se répartissent les terrains agricoles, pour observer tout ce qui peut être observé et qui peut être utile
pour prévoir à l'avance de nombreuses choses. Donc c'est quelque chose d'important. Plutôt que d'acheter des images de satellites à l'étranger, le Bangladesh veut avoir sa propre capacité souveraine à observer ce qui se passe au Bangladesh. Qu'est-ce que c'est le Smart Bangladesh et pourquoi la France soutient-elle ce projet? Très bonne question. Alors, le Smart Bangladesh, en fait, ça fait référence à une politique mise en place par les autorités du Bangladesh pour numériser, digitaliser l'économie et la société. Par exemple, il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et par exemple, aujourd'hui, un Bangladais ou une Bangladaise peut recevoir son salaire sur son smartphone, peut envoyer de l'argent avec son smartphone. Donc ça, c'est une étape dans la numérisation de l'économie. Et donc, plus on numérise l'économie, plus la transparence sur ce qui se passe est là, et moins on peut cacher des choses un peu pas très très bien. Et donc ça encourage la lutte contre la corruption aussi. Et pour ça, il faut mettre en place des outils technologiques. Et donc nous, on est prêt à soutenir ça. Et puis, il faut aussi des mesures, des lois et tout un accompagnement. Et donc c'est important pour l'avenir du Bangladesh. Et on est prêt, nous, avec nos entreprises et notre expertise, à aider le Bangladesh dans cette voie. Pourquoi la France s'est intéressée par la protection des Sundarbans et des mangroves? Alors, très bonne question. La protection de la biodiversité et la protection des forêts sont deux des aspects très importants de notre lutte commune dans le monde entier contre le changement climatique, contre les effets du changement climatique. Il faut préserver nos forêts et il faut préserver la biodiversité, faire en sorte qu'il n'y ait pas des espèces qui disparaissent, des espèces animales, des espèces végétales. Et le Bangladesh fait partie des pays qui ont ce trésor de forêt et de biodiversité qui se trouve dans les Sundarbans, avec une très très importante forêt de mangroves, et il faut les aider à la conserver, à la protéger. Vous avez tous entendu parler des tigres du Bengale, j'en suis certaine. Eh bien, les tigres, ils sont en voie de disparition. Donc il faut aider à repeupler ces forêts de leurs espèces végétales et animales qui, sinon, risqueraient de disparaître sous l'effet de l'activité humaine. Qu'est-ce que c'est le pacte de Paris pour les peuples et la planète dont a parlé le président Macron? Très très bonne question. Vous êtes vraiment observateur et vous avez bien repéré les choses les plus importantes. Félicitations. Alors, le président Macron a pris l'initiative de réunir à Paris en juin dernier, donc il y a 3 mois, tous les pays de la planète pour secouer un peu tout le monde, parce que ce qu'on voit, c'est que quand on parle du changement climatique, les choses n'avancent pas. Et donc, il y avait l'objectif, c'était de proposer des réformes très importantes pour améliorer l'accès au financement dont ont besoin beaucoup de pays, dont le Bangladesh, pour lutter contre le changement climatique. Et toutes les recommandations qui ont été adoptées dans cette réunion à Paris en juin dernier, on a appelé ça le pacte de Paris pour les peuples et la planète, les 4 P. Et maintenant, il s'agit de mettre en œuvre ces recommandations de façon accélérée, parce qu'il y a urgence à lutter contre le changement climatique. Pourquoi parle-t-on autant du climat? Alors ça, c'est une question que vous avez raison de poser, mais tout le monde sait, tout le monde connaît la réponse. On voit bien que les effets négatifs du changement climatique s'accélèrent de plus en plus vite. Le niveau des eaux, le niveau des mers, des océans,
monte de plus en plus vite et la terre est de plus en plus recouverte par les eaux dans les zones côtières, mais ces zones s'étendent, sont de plus en plus importantes. Les glaciers fondent et au pôle Nord, au pôle Sud, dans nos chaînes de montagnes, ici dans l'Himalaya, et donc c'est un problème grave. Les événements climatiques extrêmes se multiplient. Vous avez sans doute, par exemple, entendu parler de la tempête qui a sévi sur la Libye, au sud de la Méditerranée, qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et il y a de plus en plus d'événements graves, imprévisibles, qu'on n'arrive pas à anticiper. Et donc, il faut prendre des mesures pour changer nos modes de vie et dépendre de moins en moins du pétrole, du charbon et du gaz. Qu'est-ce que c'est la souveraineté alimentaire? Très bonne question. La souveraineté alimentaire, c'est tout simplement le fait de ne dépendre de personne d'autre pour assurer ses besoins en nourriture. Et donc on en parle par exemple pour un pays. Un pays a la souveraineté alimentaire quand il n'a pas besoin d'importer de l'étranger beaucoup de produits alimentaires. Le président a évoqué la situation des réfugiés Rohingyas. Pouvez-vous nous en parler plus en détail? Volontiers. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui sur le territoire du Bangladesh plus de 1 million de réfugiés Rohingyas qui sont une ethnie qui viennent du pays voisin du Bangladesh, qui est la Birmanie. Et ils ont été chassés de la Birmanie par l'armée, les forces de sécurité birmanes, qui étaient en guerre contre eux parce que les Rohingyas sont musulmans et que la majorité des habitants de Birmanie ne sont pas musulmans. Ils sont bouddhistes ou autres religions. Et il y a une lutte entre ces Rohingyas qui voulaient rester chez eux dans le respect en pratiquant leurs traditions, en observant leur religion, et le régime au pouvoir dans la capitale de la Birmanie, qui n'était pas d'accord avec cela et qui, de fait, les a chassés du pays. Et ils souhaiteraient revenir chez eux. Malheureusement, ça n'est pas possible encore aujourd'hui parce que tous leurs villages ont été détruits, leurs maisons ont été détruites, leurs champs ont été brûlés. Donc ils ne peuvent pas revenir chez eux en toute sécurité et de façon digne, en toute dignité. Et donc le Bangladesh les accueille sur le territoire le temps qu'il faudra et beaucoup de pays dans le monde leur donnent ce qu'il faut pour qu'ils aient à manger, qu'ils soient éduqués et qu'ils aient un minimum de vie normale dans les camps qui sont à Cox's Bazar au Bangladesh. Et la France, bien sûr, fait partie des pays qui donnent de l'aide humanitaire pour les Rohingyas. Qui est André Malraux et pourquoi a-t-il un lien avec le Bangladesh? C'est une très bonne question, même si je suis certaine que vous connaissez déjà la réponse. Alors, André Malraux, c'est un écrivain français qui était connu surtout à la moitié du XXe siècle. Et c'est un écrivain français qui s'est engagé en politique. Et son premier combat politique, c'était à la fin des années 1930, donc il y a presque un siècle, pour soutenir les résistants espagnols qui luttaient contre la dictature du général Franco. Ça, c'était dans les années 30. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, André Malraux, qui était toujours écrivain, qui écrivait des romans, qui écrivait beaucoup de choses, s'est engagé aux côtés du général de Gaulle, qui a dirigé la résistance française à l'occupation nazie. Puis, après la fin de la guerre, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, André Malraux a été nommé ministre de la Culture. Donc c'était un écrivain engagé en politique, donc ministre de la Culture. C'était assez logique. Et André Malraux continuait de s'intéresser à divers événements dans le monde. Et André Malraux
est celui qui a, en 1971, lancé un appel pour soutenir la libération du peuple du Bengale, qui allait devenir le Bangladesh, à la fin de la guerre de libération en 1971. Et c'est lui qui a lancé un appel international qui a été entendu partout dans le monde pour soutenir le peuple du Bengale. Parce qu'à l'époque, le peuple du Bengale oriental, qui est aujourd'hui le Bangladesh, luttait contre le Pakistan et voulait se libérer du Pakistan. Et les puissances mondiales soutenaient soit le Pakistan, soit le Bengale oriental. Mais les Américains, par exemple, soutenaient le Pakistan. Et quand André Malraux a lancé son appel pour que des volontaires aillent se battre aux côtés du peuple du Bengale, ça a été entendu jusqu'à Washington, où le président Nixon a entendu cet appel. Ça a commencé à le faire réfléchir. Malheureusement, il est resté dans le camp du Pakistan contre le peuple du Bengale oriental qui voulait s'en libérer. Mais André Malraux a joué un rôle très, très important pour la prise de conscience au niveau international de l'importance de la cause du peuple du Bengale oriental. Et il a ensuite rencontré, il est venu au Bangladesh en 1973, et il a rencontré Sheikh Mujibur Rahman, le père de la première ministre, dont on a parlé tout à l'heure, et il est allé à Dhaka, à Chittagong, à Rajshahi, dans les universités, où il a parlé, il a rencontré des intellectuels, des gens engagés dans la vie politique du pays. Et les Bangladais s'en souviennent avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vraiment lui qui a lancé un appel international pour soutenir la cause du peuple du Bengale. Quelle culture partagent la France et le Bangladesh ? Alors, nous partageons d'abord, je pense, l'amour de la culture. Il y a des pays où la culture a moins d'importance et des pays où la culture a plus d'importance. La France aime les arts, elle aime les artistes, elle soutient les artistes, et la France est une terre de culture. Je suis sûre que vous apprenez ça tous les jours à l'école, de différentes manières. Et au Bangladesh, il y a une scène culturelle qui est très riche, et donc il y a des échanges entre les artistes français, bangladais, et nous, par exemple, l'Alliance française de Dhaka soutient de jeunes artistes bangladais pour leur permettre d'exposer, de se faire connaître, leur permettre d'aller en France, rencontrer d'autres artistes, rester pendant plusieurs mois pour découvrir la scène artistique française, nos musées et ce genre de choses. Et donc la culture, ça compte dans notre relation. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, c'est sur la laïcité. Vous connaissez la laïcité, vous la découvrez au fur et à mesure de votre parcours dans l'école. Et est-ce que le Bangladesh est un pays attaché à la laïcité comme la France ou pas ? Est-ce que quelqu'un a la réponse à ma question à vous ? Pas la bonne réponse. Désolée, vous n'avez pas gagné le Grand Prix du Loto. Il y a effectivement différentes façons d'être attaché à la laïcité et de porter les valeurs de la laïcité. Les autorités du Bangladesh, aujourd'hui, sont attachées à la laïcité, après une histoire compliquée, sur laquelle on ne va pas s'étendre, parce que sinon on va y rester toute la journée, et puis ça, ce sont vos professeurs qui vous l'apprendront. Mais la Première ministre est très attachée aux valeurs de la laïcité, qui se traduisent dans la Constitution par le fait que, alors qu'avant, il y avait un article dans la Constitution qui disait que toute cérémonie officielle, avec des ministres, enfin tout ce qui était officiel, devait être précédée par la lecture d'un verset du Coran. Point. Aujourd'hui, dans la Constitution, on n'a pas supprimé le fait que chaque cérémonie officielle doit être ouverte par la lecture d'un verset du Coran, mais ils y ont ajouté que toute cérémonie officielle doit être précédée de la lecture d'un verset des livres saints musulmans, chrétiens, bouddhistes et hindous. Comme ça, l'État est neutre.
l'État permet à toutes les religions de s'exprimer et à leurs fidèles d'observer leurs croyances en toute liberté. Donc l'État est neutre. Donc c'est un petit peu différent du système français, mais c'est aussi le signe d'un attachement à un État laïque. Madame l'ambassadrice, merci pour votre temps. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et passez une bonne journée. Nous espérons vous voir plus souvent. Avec grand plaisir et merci à vous tous. Ça avait été excellemment bien préparé. Je voudrais vous féliciter et féliciter vos professeurs aussi parce que c'était vraiment de très bonnes questions, très pertinentes, qui montrent que vous avez bien compris tous les aspects importants de la visite du président Macron.